Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Quand on compare Harry Potter tome 3 et le prisonnier d'Azkaban avec sa version cinématographique, on se rend compte qu'il y a énormément de différences et c'est sur ça que va porter la vidéo aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo livresque, je vais vous parler du tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais vous présenter un petit peu cette édition collector qui est signée Jim Kay par rapport aux illustrations. Une édition que je trouve juste sublime, j'avais déjà chroniqué les tomes 1 et 2. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux différences entre le livre et le film, alors restez avec moi. Générique. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est donc le troisième tome de la saga Harry Potter. On en a tous déjà entendu parler, vous l'avez déjà probablement lu, vous avez déjà probablement vu le film. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un résumé ou entrer dans les détails de l'intrigue, étant donné que c'est une saga culte et que si vous êtes sur cette vidéo, vous l'avez déjà vu et déjà lu. Non, le but de cette vidéo, c'est vraiment de comparer ensemble tous les détails qui changent entre le livre et l'adaptation au cinéma. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a énormément de différences entre le livre et le film. Alors qu'on soit clair, dès le début, j'ai adoré tous les films Harry Potter au cinéma et je les adore encore aujourd'hui. Mais il faut quand même admettre qu'au niveau de l'adaptation cinématographique, il y a eu énormément de différences entre l'adaptation et le livre. Et ça va être intéressant de vous montrer tout ce que j'ai relevé en comparant les deux. J'avais déjà comparé les deux premiers films avec les deux premiers livres. Vous pourrez retrouver un lien au-dessus de ma tête et en fin de cette vidéo, vous aurez des petits carrés. Vous pourrez cliquer dessus et ça vous renverra du coup aux vidéos concernées. Comme le livre que je tiens dans les mains est une édition collector, c'est une édition que je trouve magnifique. Ce sont à ce jour les plus beaux livres Harry Potter que j'ai eu l'occasion de voir. À travers cette vidéo, quand je vais comparer un petit peu le livre et le film, je vous glisserai quelques illustrations sur le côté pour que vous voyez à quel point ce livre est magnifique. Je ne vous mettrai pas tout évidemment, si vous voulez découvrir ce magnifique livre à votre tour, vous aurez la surprise comme ça. Mais pour vous donner un petit peu envie en même temps que je parle et que je compare le film et le livre, vous aurez quelques illustrations sur le côté. Je rappelle juste, avant de comparer le livre et le film, que cette édition collector, elle est publiée chez Gallimard Jeunesse pour une quarantaine d'euros, mais ça vaut largement son prix tellement elle est magnifique. On doit toujours l'histoire entière à J.K. Rowling, sauf que les illustrations qui viennent accompagner le texte sont de Jim Kay. Et comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens concernant l'autrice, concernant l'univers Harry Potter, l'ouvrage, Jim Kay, enfin bref, vous avez tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Tout de suite, et sans perdre plus de temps, on va se mettre à comparer du coup Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le livre et le film. Et j'ai relevé au total pratiquement une quarantaine de différences entre le livre et l'adaptation au cinéma. Donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais j'ai oublié quelque chose entre le livre et l'adaptation au cinéma, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, c'est une liste non exhaustive. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Une chose que je tiens à préciser également, c'est que le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban a eu un changement de réalisateur, c'est-à-dire que c'est Alfonso Cuarón qui s'est lancé dans l'adaptation de ce troisième livre. Et ça s'en ressent vraiment beaucoup puisque Chris Columbus, qui avait adapté les livres 1 et 2, c'est-à-dire à l'école des sorciers et la chambre des secrets, avait un style vraiment bien à lui au niveau de l'image, au niveau des personnages, etc. Et quand on regarde Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban pour la toute première fois, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment un changement d'image. L'image est beaucoup plus grise alors qu'elle était beaucoup plus orangée dans les deux premiers films. Les acteurs, même s'ils ont évolué, qu'ils ont grandi, il y a un code vestimentaire qui est différent, on les voit moins porter leur tenue d'écolier comme j'ai là actuellement, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Dans les livres, ils continuent de porter leurs vêtements d'écolier. Ça fait partie des petits changements vestimentaires physiques qu'on retrouve chez les personnages. Leurs baguettes magiques ont changé entre les deux premiers films et ce troisième. Bref, rien qu'en comparant les deux premiers films avec ce troisième, on sent qu'il y a eu une réalisation qui était différente et qu'on a eu un parti pris qui était différent par rapport aux deux premiers films. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, l'acteur qui jouait Albus Dumbledore dans les deux premiers films est décédé peu de temps après, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'embaucher un nouvel acteur pour jouer Dumbledore. Moi, à l'époque, quand j'étais plus petit, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais voilà, il y a eu quand même pas mal de choses différentes entre les deux premiers films et le troisième film, et je trouvais que c'était intéressant de le noter avant de comparer avec les livres. Premier point du coup que j'ai soulevé entre le livre et le film commence directement avec Harry Potter qui est dans sa chambre et qui, avec sa baguette magique, essaye de faire un sortilège de lumière, Lumos Maxima. Et il essaye de le faire plusieurs fois, ça fait vraiment beaucoup de lumière. L'oncle Vernon vient dans sa chambre et il fait semblant de dormir, Harry.
Et en fait, cette scène-là, elle n'est pas du tout comme ça dans le livre. Dans le livre, Harry Potter n'a pas de baguette magique quand il est dans sa chambre. Il utilise une lampe torche pour lire un livre, tout simplement parce que l'oncle Vernon a confisqué toutes ses affaires, tous ses livres, sa baguette, etc. Donc Harry Potter, il peut pas réviser pour sa prochaine année à Poudlard. Il passe l'été tout seul, sans ses livres. Il arrive à s'en procurer un ou deux, je sais plus comment, et il essaye de réviser tard le soir avec sa petite lampe de poche. Mais ce moment-là a complètement été occulté du film. Dans le film, on ne sait pas du tout que les affaires d'Harry ont été confisquées. Il a directement sa baguette, il essaye de faire un sort de lumière, alors que du coup, dans le livre, il n'a pas ses affaires. Il essaye de lire un livre sur l'histoire de la magie, sur les sorcières qui sont brûlées à l'époque du XVIe siècle, je crois. Enfin bref, c'est complètement différent, et ce, dès le début. Et c'est là aussi la richesse des livres, c'est que ce que lit Harry Potter dans ses livres, dans ses manuels de sorcellerie, ce sont des histoires hyper intéressantes, avec des noms hyper drôles, des faits historiques pour les sorciers qui sont marquants. Et toute cette petite richesse, forcément, elle disparaît à l'écran, elle ne peut pas être adaptée, du moins pas en détail, et c'est un peu dommage. C'est ça qui est un petit peu effacé dans les films, c'est tout le côté magique de Harry Potter au niveau de l'histoire. Que ce soit les créatures, il y a beaucoup de créatures qui sont passées à la trappe, beaucoup d'histoires au sein même de l'histoire qui sont passées à la trappe, et c'est un petit peu dommage. Pour en revenir à cette scène de début, ce qu'il faut savoir également, c'est que Harry Potter, il reçoit du courrier pendant ses vacances, il reçoit des cadeaux d'anniversaire, ce qui n'était pas le cas des deux tomes précédents et des deux films également. Si vous vous souvenez bien, dans le tome 2 et dans l'adaptation du film du 2, Dobby confisque le courrier d'Harry Potter, donc il croit que personne ne lui a écrit pendant les vacances. Et ça aurait été intéressant que dans le film on rebondisse sur ça, dans le troisième, le fait qu'il reçoive du courrier, sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas alors que Harry, il reçoit 3 courriers. Le premier vient de la part de Ron, qui lui envoie une photocopie du journal de la Gazette avec sa famille en Égypte, avec Croutard qui est là aussi, et ça c'est super important. Et Ron, il offre un cadeau d'anniversaire à Harry, il lui offre un strutoscope, je crois. Et c'est un petit objet en forme de triangle qui a le pouvoir de s'illuminer en présence de quelque chose de mauvais. Il perçoit en fait les mauvaises intentions, et ce petit objet s'illumine dès qu'il y a quelque chose qui va arriver de pas joli. Et c'est pas le seul cadeau que Harry reçoit au début du roman, puisque Hermione lui envoie un nécessaire à balai, un kit de nettoyage qui vaut hyper cher pour son Nimbus 2000, et Harry Potter, il est hyper touché par rapport à ça. Et enfin, le troisième courrier qu'il reçoit vient du professeur McGonagall, c'est sa fameuse autorisation de sortie qu'il doit faire signer par ses parents ou quelqu'un de proche de sa famille afin de pouvoir se rendre à Préolard cette année. Harry Potter, il reçoit donc ces 3 courriers, et tout ça a été effacé directement dans le film, et c'est un petit peu dommage. Dans le film, Harry, il essaye de faire signer directement de la première scène son papier auprès de son oncle, sauf que la tante Marge débarque et tout va voler en éclats. Mais avant de vous parler de la tante Marge et de la fameuse scène du ballon, je voulais juste vous préciser également que Ron essaye de joindre dans le livre Harry Potter, il essaye de lui téléphoner au téléphone, et c'est l'oncle Dursley du coup qui répond, sauf que Ron ne sait pas utiliser un téléphone, et du coup il hurle dans le combiné, et c'est une scène vraiment très drôle. L'oncle d'Harry, il comprend pas qui c'est, Ron hurle qu'il veut parler à Harry Potter, donc du coup l'oncle engueule Harry, il fait en sorte que Ron ne téléphone plus. Enfin bref, c'est une scène vraiment très drôle, et celle-ci aussi a été enlevée du coup dans le film. Mais bref, pour en revenir à la tante Marge, ce qu'il faut savoir dans le livre, c'est que quand elle débarque, elle reste plusieurs jours chez la famille Dursley, elle reste une bonne semaine, et pendant ces 7 jours, elle va vraiment beaucoup tyranniser Harry Potter, alors que dans le film, elle débarque et ça se joue en une seule scène, comme si c'était juste 1 heure qui se passait. Même si je reconnais que dans le film, quand même, la scène est vraiment très bien faite, très bien jouée et très drôle. Ah oui, j'ai presque oublié, mais Harry, dans les cadeaux qu'il a reçus, désolé, je reviens un peu en arrière, il a également reçu le livre de Hagrid, ce fameux livre qui dévore un petit peu tout et avec lequel il faut caresser le dos pour qu'il puisse se calmer. Harry Potter l'a déjà au début du livre, ce qui n'est pas le cas dans le film. Et j'en reviens à ce fameux dîner où elle va se mettre à gonfler comme un ballon à cause de Harry. Cette scène est vraiment très bien faite, elle est vraiment très drôle dans le livre et elle est vraiment super bien adaptée au cinéma. Sauf que, si je dis pas de bêtises, la tante Marge, elle ne s'envole pas dans les airs dehors, et elle ne fait pas le tour des cheminées comme on l'entend dans le film. Dans le livre, si j'ai bien compris, elle gonfle, mais elle reste dans le salon, et Harry Potter s'en va tout simplement. Harry Potter s'en va, il trébuche en voyant le Sinistros, enfin en tout cas en voyant un chien loup, et il est récupéré de justesse par le Magicobus. Il monte dedans et il va se rendre du coup au chemin de traverse. Tout ce qui concerne le Magicobus est un petit peu différent dans le livre par rapport à l'adaptation. Dans le film, le Magicobus se serre, il devient petit, il arrive à passer dans tous les endroits improbables, il freine, il y a même une espèce de tête accrochée au pare-brise et qui parle. Tout ça, c'est pas comme ça dans le livre. Dans le livre, c'est le paysage qui bouge quand le Magicobus arrive,
C'est-à-dire que quand le Magicobus est sur la route et qu'il y a, je sais pas, des passants ou qu'il y a, je sais pas, des bancs ou des trucs comme ça, ce sont les bancs qui se poussent, ce sont les immeubles qui se reculent face au Magicobus, ce qui est complètement différent au cinéma. Mais au niveau de l'adaptation, c'était peut-être un peu plus compliqué de faire comme le livre, du coup c'était pas mal quand même. En tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que Harry Potter, pour pas être reconnu dans le Magicobus, il parle à Stan, le jeune qui contrôle un petit peu le Magicobus et les tickets, et quand Stan lui demande comment il s'appelle, Harry Potter répond qu'il s'appelle Neville. Et c'est vraiment très drôle dans le livre, sauf que dans le film, Harry Potter il dit je ne vous ai pas dit mon nom. On est dans un petit détail, mais c'est quand même moins drôle dans le film du coup. Bref, quoi qu'il en soit, dans le livre, Harry Potter arrive directement au chaudron baveur, vers le chemin de traverse. Stan l'aide à débarquer ses valises, ce n'est pas vraiment le cas dans le film. Et après, que ce soit dans le livre ou dans le film, il rencontre Cornelius Fudge, qui lui dit que ce n'est pas grave pour la tante Marge, que ce sera effacé, etc. et qu'il doit faire attention. En revanche, ce qu'on voit pas dans le film, c'est que Harry Potter, il reprend pas l'école directement le lendemain, comme dans le film. Non, Harry Potter, il reste au chaudron baveur pendant au moins 3 semaines, les 3 dernières semaines de ses vacances scolaires d'été. Et pendant 3 semaines, il va sur le chemin de traverse, il achète toutes ses courses pour la rentrée, tous ses livres, etc. Il tombe sur les clairs de feu dans une boutique et ça le fait rêver comme beaucoup d'autres enfants de son âge. Et bref, Harry Potter, il utilise ces 3 dernières semaines en étant plus ou moins tranquille. Il arrive à lire, à faire ses devoirs, etc. Et Hermione et Ron ne sont pas encore là, contrairement au film. Dans le livre, quand Harry retrouve Ron et Hermione, ils sont dans une boutique pour les animaux. Et Ron essaye tout simplement de soigner Croutard qui est très malade, il perd ses poils, etc. Et c'est une scène qui n'est pas du tout dans les films, c'est une scène dans laquelle Hermione va se procurer pâte en rond, elle fait la rencontre avec le chat, elle l'achète, etc. Et ça on ne le voit pas du tout dans la version du film. Dans le film elle a directement pâte en rond, ils sont tous ensemble au chaudron baveur. Bref, c'est complètement différent. C'est un petit peu dommage que toute cette partie au chemin de traverse ait été occultée puisqu'on voit beaucoup de boutiques, on voit beaucoup de créatures magiques, de petits détails par rapport à la sorcellerie, par rapport au monde des sorciers. Et c'est ce qui fait encore une fois la richesse des livres. Et tout ça, ça a été enlevé dans le film et je trouve ça vraiment triste, vraiment dommage. J'en viens maintenant à un nouveau point, un petit peu plus tard dans l'intrigue, au niveau du livre, quand ils sont dans le Poudlard Express et qu'ils partagent la même cabine que le professeur Lupin. Là, pour l'instant, on est à peu près synchro par rapport au film. Sauf que, détail hyper important, en tout cas à mes yeux, au niveau du livre, lorsque les détraqueurs arrivent, qu'ils immobilisent le train et qu'il y en a un qui rentre dans la cabine de Harry et de ses amis, dans la cabine, ils ne sont pas que 4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Ron, Hermione, le professeur Lupin et Harry, il y a aussi Ginny Weasley et Neville Londubat. Et dans l'adaptation au cinéma, je ne sais pas pourquoi, ces 2 personnages secondaires ont été retirés. Il y a juste Ron, Hermione et le professeur Lupin, alors que ça aurait été l'occasion justement d'intégrer plus de personnages secondaires dans cette petite scène. Il y a Ginny, et Ginny elle a un rôle hyper important dans la suite de la saga, Neville aussi. Donc c'était vraiment dommage que Harry se fasse attaquer par le détraqueur et qu'il n'y ait que ces personnages dans la version du film. Bref, j'avance un petit peu dans l'intrigue et quand le Poudlard Express arrive en gare, il arrive en gare de Préolard. Et ça, je ne savais pas. Alors c'est peut-être indiqué sur une des pancartes en anglais quand on regarde le film, mais c'est vraiment furtif. J'avais jamais fait attention que le Poudlard Express arrivait à Préolard. Est-ce que vous le saviez? Moi, je l'ai découvert en relisant du coup le tome 3, parce que j'ai l'impression dans le film qu'on croit que le Poudlard Express arrive directement à Poudlard, ou du moins pas très loin, et qu'après ils prennent soit des barques comme dans le premier film, ou des diligences comme là dans le livre ou dans le film, pour se rendre au château, mais je ne savais pas qu'ils s'arrêtaient à Préolard, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dans le film, quand ils arrivent à Poudlard, nous avons une partie chant, c'est-à-dire que les élèves de première année, j'ai l'impression, sont en train de chanter une chanson sur les crapauds, je sais plus. Ils ont des crapauds dans les mains et ils sont en train de chanter une chanson qui est vraiment géniale. Et bien évidemment, cette scène n'existe pas dans les livres. C'est une idée du réalisateur et des scénaristes pour l'adaptation en film. Et là, c'est un gros plus, je trouve, pour le film. J'adore cette scène chantée. Je trouve que c'est vraiment super dans le film. La chanson, elle est juste géniale. Et elle n'existe pas du coup dans le livre. Mais c'est un bon parti pris qui a été pris pour le film, donc là je dis un gros plus 1 pour le film. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup de personnages secondaires qui sont quand même présents dans le livre, notamment Madame Pomme-Fraîche qui est là dès le début, Madame Pomme-Fraîche qui est l'infirmière de l'école de Poudlard, qu'on voit quand même assez régulièrement dans ce tome 3, mais pas vraiment dans le film, donc je tenais à le préciser. Au niveau des tableaux qui entourent Poudlard, tous les tableaux qui sont animés du coup, on a quand même une belle palette dans le film, mais c'est vrai que dans le livre c'est beaucoup plus présent. On a notamment le chevalier du Catogan, je crois qu'on dit comme ça, un chevalier qui va prendre la place de la grosse dame lorsqu'il va y avoir un accident. Et ce chevalier qui a un poney est vraiment hyper présent dans le livre, est totalement inexistant dans le film et j'ai trouvé ça dommage. Un petit peu comme les fantômes, mais ça on en avait déjà parlé lors des tomes 1 et 2 par rapport au film. Les fantômes de Poudlard sont complètement effacés dans les films, enfin en tout cas beaucoup, notamment le fantôme qui s'appelle Pivis ou Piv, je ne sais pas comment on dit.
Et c'est un fantôme farceur qui est vraiment tout le temps présent dans les 3 premiers livres et qui a complètement disparu des films. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on fasse allusion à Peeves dans les films, ni dans le 3e film. Mais bref, les fantômes, ils sont un petit peu inexistants et ça aussi, c'est un petit peu dommage dans les adaptations au cinéma. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et tout de suite, on s'intéresse au cours d'Hagrid, le premier cours d'Hagrid en tant que professeur de Poudlard. Et c'est un cours de soins aux créatures magiques et il leur fait découvrir du coup ce qu'est l'hippogriffe. Dans le livre, c'est complètement différent et c'est vraiment mieux. On a tout un troupeau d'hippogriffes différents, c'est vraiment hyper joli. Dans cette édition collector en plus que je vous présente à l'écran, vous pouvez le voir, les dessins sont juste sublimes. Et en fait, dans le film, peut-être par rapport aux moyens financiers, je sais pas, on n'a qu'un seul hippogriffe, Buck, qui ressemble quand même à la description du livre, mais il est tout seul. Et le cours est un petit peu différent par rapport au livre. Il est un petit peu différent dans la manière d'être fait, c'est-à-dire que quand Harry monte sur l'hippogriffe, contrairement au film, il fait juste un petit bond en l'air, il fait un tour et il revient, alors que dans le film, il fait le tour du château, il traverse le lac qu'il effleure. C'est une magnifique scène, par contre dans le film, j'adore cette scène, elle est juste magnifique. Et c'est un gros plus, je trouve, pour l'adaptation en film. Et pour cette fois, je rajoute aussi un point en plus pour le film qui a fait quelque chose de vraiment magnifique, un peu plus poussé que le livre et c'était vraiment bien. Là où par contre ça dénote un peu ce cours dans le film, c'est qu'on a un rapprochement un petit peu inattendu entre Ron et Hermione qui se tiennent la main à un moment donné suite à un choc et qui se regardent en mode mince on s'est touché, premier rapprochement un petit peu bizarre entre ces deux personnages. Cette scène elle n'existe pas du tout dans les livres, il n'y a aucun rapprochement entre Ron et Hermione dans les livres, en tout cas dans ce tome 3, et donc c'était un petit peu une prise de risque un peu spéciale dans le film et j'ai trouvé ça moyen. J'en viens maintenant à la scène avec le professeur Lupin et quand les élèves affrontent leur peur avec l'épouvantard. C'est pas du tout pareil dans le livre et dans le film. Chacun affronte ses peurs à tour de rôle. On a plein de personnages secondaires qui affrontent leur peur dans le livre et c'est plutôt génial. Évidemment, au niveau du film, ils ont dû couper puisque sinon ça durerait trop longtemps. Quand Ron voit une araignée dans le film, il lui fait avoir des patins à glace, je crois. Non, pas des patins à glace, des rollers. C'est très drôle, sauf que dans le livre, c'est pas ça non plus, c'est juste une araignée sans pattes, si je dis pas de bêtises. Et lorsque vient le tour d'Harry dans le film, le professeur Lupin tout de suite l'empêche de passer, et on voit même une lune apparaître comme étant la peur du professeur Lupin. Bref, ça se transforme en ballon, et puis les élèves se demandent ce qui se passe, et le professeur Lupin arrête le cours dans le film. Alors que dans le livre, quand ça doit être le tour d'Harry Potter, eh ben, le professeur Lupin il met juste fin au cours, et Harry Potter se demande pourquoi il est le seul à pas être passé. Donc là, on a quand même une grosse différence entre les deux et j'ai trouvé ça intéressant de le souligner. En tout cas, pour revenir sur les cours à Poudlard, on a énormément moins de cours dans l'adaptation en film. Dans le livre, on suit vraiment tous les élèves, on suit vraiment Ron, Hermione et Harry dans leurs cours qu'ils ont. Ils ont plein de cours différents, divination, art de arithmancie, enfin ils ont plein de cours et c'est vraiment génial, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, à la fin de cette 3e année, ils passent leur buse, leur brevet magique, ce qui n'est pas du tout le cas dans la version cinématographique. On ne sait pas qu'ils ont des examens de fin d'année, ils passent aucun concours d'examen. C'est vraiment hyper triste parce que c'est vraiment hyper intéressant dans le livre. On nous parle souvent des buses pour les 3e années, mais les dernières années passent leur aspic également, ce qui est le cas de Percy Weasley, le frère aîné de Ron. Et tout ça, c'est occulté des films et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, dans le tome 3, ils sont tellement soumis aux devoirs, aux exercices, aux révisions, etc. que Hermione, elle est hyper fatiguée, elle passe son temps sous des piles de livres et elle a des cernes noires sous les yeux, elle en peut plus, elle est au bord des larmes, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film non plus, ce sont les attaques régulières de Patenron envers Croutard. Il y en a quelques-unes dans le film pour qu'on nous explique un petit peu le truc par rapport à Peter Pettigrew, mais quand même, dans le livre, Patenron, il attaque vraiment régulièrement Croutard, au point même qu'à un moment donné du livre, Ron, il pense que Croutard a été mangé par Patenron, il retrouve du sang sur son lit, etc. Enfin, bref, ça va vraiment loin. Il y a vraiment une distance entre le personnage d'Hermione et de Ron à ce moment-là du livre. Ils ne se parlent quasiment plus, ils sont vraiment hyper énervés l'un contre l'autre, ce qui n'est pas le cas vraiment dans le film. Dans le film, nous avons des personnages secondaires qui reviennent sur le devant de la scène. On revoit Colin Creevy, le petit garçon qui prenait Harry Potter en photo dans le tome 2, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film, dans le 3e film. Il a complètement disparu ce personnage-là et c'est un petit peu dommage. Et là où je trouve que c'est extrêmement dommage, c'est tout ce qui concerne le personnage d'Olivier Dubois. Olivier Dubois, qui je vous le rappelle, est le capitaine de l'équipe de Gryffondor de Quidditch, et qui a un rôle hyper important dans le tome 3 et qui est juste littéralement absent des films. Olivier Dubois, on le voit un petit peu dans le film 1, on le voit furtivement dans le 2e film et on l'a complètement effacé dans le 3e.
C'est triste parce que c'est la dernière année du personnage, qu'il est vraiment motivé pour gagner la coupe de Quidditch cette année. Gryffondor n'a pas gagné depuis un certain nombre d'années, on nous le fait comprendre dans le livre. Et Olivier Dubois, il est à cran, il veut gagner. Et il a vraiment pas mal de scènes avec les personnages de Gryffondor, notamment Harry évidemment. Et c'est vraiment dommage que toute cette partie ait été effacée. Je tiens aussi à signaler qu'il y a 2 personnages hyper importants de l'intrigue qui font leur apparition dans ce tome 3 alors que dans le film on ne les voit pas. Il s'agit de Cho Chang et de Cédric Diggory. Ces personnages-là arrivent dans le film à partir du 4e. Et c'est un petit peu dommage puisque moi je pensais qu'ils arrivaient dans le tome 4 et en fait non, on nous les introduit directement dès le tome 3, ce qui donne quand même un cachet en plus à l'intrigue et j'ai trouvé ça dommage qu'on n'en fasse pas allusion du coup dans le film. Là je vais rentrer dans un point hyper important pour moi en tout cas et je pense pour vous aussi concernant cette intrigue qui est vraiment grosse, qui est vraiment lourde, c'est celle concernant les maraudeurs. Les maraudeurs, ce sont ceux qui ont créé la carte du maraudeur, celle dont s'empare Harry, qui lui est donnée par les jumeaux Weasley et qui lui permet de voir où sont les gens grâce à des traces de pas sur une carte avec leur nom, etc. Ça, c'est plutôt bien fidèle, c'est plutôt bien fait au niveau du cinéma. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est hyper important, ce sont ses créateurs. Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru, ce sont eux qui ont inventé cette carte et qui ont un passif vraiment hyper fort dans l'histoire et qui est seulement un petit peu évoqué dans le film. On sait que ce sont les amis de James Potter, que c'était un groupe de 4 élèves qui en faisaient un petit peu qu'à leur tête, ils étaient un petit peu rebelles. Ils étaient donc composés de James Potter, de Sirius Black, de Lupin et de Peter Pettigrew. Dans le film, on en fait légèrement allusion à la fin, mais je trouve que c'est vraiment pas assez, on n'a pas vraiment approfondi cette histoire qui est hyper importante, cette amitié entre le parrain d'Harry, son père, etc. C'est vraiment triste parce que justement aujourd'hui on nous propose un reboot de Harry Potter. Moi je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire par rapport à cet univers. Justement les maraudeurs, avoir une série qui retrace du coup tous les événements et tout ce qui s'est joué à l'époque du père d'Harry Potter avec ses amis, ça aurait pu être génial. Ça ou même les fondateurs de Poudlard, Serre d'Aigle, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, ça aurait été génial de voir comment ils ont construit Poudlard, comment ils étaient, etc. Bref, plutôt qu'un reboot, moi j'aurais vraiment aimé qu'on parle de ces histoires-là. Justement, encore plus parce qu'on les a zappées dans les films. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que les maraudeurs sont beaucoup plus travaillés dans les livres, que le lien qui unissait ces 4 amis est vraiment fort, il est vraiment palpable, et on en apprend quand même un peu plus à la fin du roman, notamment par rapport à Rogue, comment ils étaient quand ils étaient plus jeunes par rapport à lui, etc. C'était vraiment super à lire, et tout ça, ça a été occulté dans le film, et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, pour en revenir un petit peu à cette carte du maraudeur et à tous ces passages secrets qui permettent de partir, de quitter Poudlard dans des souterrains, etc. C'est un petit peu différent entre le livre et le film également, et quand Harry arrive à quitter du coup Poudlard pour se rendre à Préolard, le fait, si je dis pas de bêtises, en étant totalement visible, en tout cas la première fois, et lorsqu'il va dans une boutique, je sais plus laquelle, pour déguster un truc avec Ron et Hermione, et qu'il entend Rosmerta, la gérante, parler avec Fudge, le professeur McGonagall, Hagrid, etc., et qu'il entend toute la vérité sur Sirius, qu'il est son parrain, etc., il est présent en fait avec ses amis, avec Ron et Hermione, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Dans le film, il va dans ce bar tout seul, il est sous sa cape d'invisibilité et il entend une conversation, ce qui est vraiment différent dans le livre. D'ailleurs, un autre passage qui est différent et qui se situe à Préolard, c'est quand dans le film, Malfoy il se met à attaquer Ron et Hermione, et Harry arrive sous sa cape d'invisibilité, il lance des boules de neige, etc. C'est différent dans le livre, déjà Hermione elle n'est pas présente. Lorsque Malfoy et sa bande arrivent et qu'ils s'en prennent à Ron, Ron il est tout seul, et quand Harry lance des boules de neige, etc. sur Malfoy, il dévoile son visage, donc Malfoy voit la tête de Harry flotter dans les airs, et il va d'ailleurs s'en plaindre en retournant à Poudlard, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas dans le film. Dans le film, il prend peur et il s'enfuit sans savoir que c'était Harry Potter sous sa cape. Et là, on a un gros point qui est différent par rapport au livre. Un point aussi qui est hyper important et qui est vraiment hyper différent dans le film. Dans le livre, Harry Potter, au début de l'histoire, il se fait offrir l'éclair de feu, ce nouveau balai de Quidditch qui vaut hyper cher et qui est hyper récent, qui a toutes les qualités pour être un super balai. On lui offre. Et Harry Potter, il ne sait pas qui lui a offert ce cadeau. Il est dans son dortoir quand on lui offre. Et il y a tout un truc par rapport à ce balai, par rapport à l'éclair de feu, puisque Hermione va le dénoncer auprès du professeur McGonagall, parce que Sirius Black est à la recherche d'Harry, et donc Hermione, elle va penser que c'est peut-être un cadeau empoisonné, un cadeau qui va se retourner contre Harry. Donc le professeur McGonagall confisque l'éclair de feu à Harry, et l'éclair de feu va subir énormément de tests pour voir s'il n'est pas maléfique, s'il n'a pas reçu un sort.
avant d'être rendu à Harry. C'est qu'à la toute fin du livre que Harry Potter reçoit un courrier de Sirius Black. Il reçoit un courrier pendant qu'il est dans le Poudlard Express et qu'il retourne chez lui, que dans la lettre qu'il reçoit de Sirius, Sirius lui dit que c'était lui qui lui avait offert l'éclair de feu, alors que dans le film, il l'apprend au tout dernier moment et il s'envole avec l'éclair de feu et le film se finit comme ça. Une fin complètement bâclée, même si j'adore le film, hein, attention. Mais la fin, si vous regardez bien, il s'envole avec son balai et ça se fiche sur son visage. C'est une fin qui ressemble à rien, on va être honnête. Un petit peu dommage parce que toute cette partie de l'éclair de feu a été occultée du film. Il n'y a qu'au dernier moment qu'il apprend que c'est Sirius qui lui a offert grâce à une plume, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre. Dans le livre, c'est beaucoup plus touchant puisqu'il reçoit une lettre de son parrain, une belle lettre en plus, hyper touchante. Et le livre se finit d'ailleurs comme ça, en fait. Harry Potter, il prend le Poudlard Express avec Ron et Hermione. Il reçoit ce courrier de son parrain, un courrier qui est apporté par un petit hibou qui est trop mignon et dont Ron décide d'adopter tout simplement. Et ça, c'est pas du tout dans le film. Et à la fin du livre, Harry Potter, il arrive en gare de Londres, il se sépare de ses amis, il retrouve les Dursley et c'est la fin du roman. Et ça, c'est une fin qui est plutôt réussie et qui n'est pas expéditive comme le coup du balai dans le film. Vous avez vu, ça fait quand même pas mal de différences hein, déjà, et j'ai pas fini. J'ai pas fini, je reviens un petit peu en arrière justement, quand c'est toute la période de Noël dans les livres, les élèves sont rentrés chez eux, il ne reste plus grand monde à Poudlard, et on a une scène vraiment très drôle dans le bouquin où Dumbledore, certains professeurs, Harry, Hermione, Ron et je sais plus, un élève de première année je crois, se retrouvent à une petite table au sein de la salle commune et ils partagent un repas de Noël ensemble et cette scène n'a pas été gardée du coup dans les films. Un truc qui est différent aussi, mais alors là je parle de la VF par rapport au film, la formule magique du patronum qui est différente. Dans le livre, c'est Spero Patronum, dans le film, c'est Expecto Patronum. Alors je sais pas si c'est une traduction qui a mal été faite en VF, j'ai pas regardé en VO s'il disait Spero Patronum ou pas, mais en tout cas dans les livres, la formule n'est pas du tout la même. Bon, pas du tout, j'exagère, mais c'est pas tout à fait la même. Dans le livre, la relation entre le professeur Lupin et Harry, elle est beaucoup plus travaillée, ça aussi je tiens à le signaler, c'est vraiment beaucoup plus profond que dans le film, même si je trouve que le film ne démérite pas par rapport à ça, et avec le délai court qui est imparti à une adaptation cinématographique, c'était déjà pas mal. On a quand même aussi un pan de l'histoire qui nous est enlevé par rapport à Rogue, quand il était plus jeune, par rapport à des plaisanteries qu'il a subies face à James Potter, ils se sont moqués de lui, il a failli perdre la vie suite à une plaisanterie. Ça, je crois pas que ça a été dit dans le film, alors n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus présent dans le livre que dans le film. D'ailleurs, en parlant des sorts, etc., on a aussi le sort de l'animagie ou l'animagus, les sorciers qui sont tout simplement capables de se transformer en un animal. Et on comprend en fait dans le livre que les copains de Lupin, ils se sont transformés en animaux pour le soutenir. C'est-à-dire qu'on a dans le livre une histoire qui nous raconte que Lupin a été mordu quand il était jeune, et c'est comme ça qu'il s'est transformé en loup-garou, et qu'à chaque fin de mois de pleine lune, il est obligé de se cacher dans la cabane hurlante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des rumeurs par rapport aux cris qu'on entend dans la cabane hurlante. Tout ça, ça a été effacé du film. Mais tout ça pour vous dire que quand Lupin, dans le livre, se transformait en loup-garou quand il était jeune, c'était une vraie souffrance, psychologique surtout. Pour être soutenu par ses amis, ce quatuor, James Potter, Peter Pettigrew et Sirius Black ont décidé de maîtriser ce sortilège d'animagie et de se transformer en animal à chaque fin de mois pour le soutenir, pour soutenir Lupin. Et ça, c'est juste trop beau dans le livre et ça a complètement été effacé du film. Dans le film, on se dit juste, ouais, voilà, Sirius Black est capable de se changer en un animal, Lupin, c'est un loup-garou, Peter Pettigrew, il arrive à se transformer en rat, basta. Je crois quand même qu'on fait allusion au sort de l'animagie ou de l'animagus, je sais pas comment on dit, mais on comprend vraiment pas dans le film que s'ils se transforment tous en animaux, c'est pour soutenir Lupin. Ça n'a pas été dit dans le film et c'est vraiment dommage. Et encore une fois, c'est ce que je dis et que je trouve qui est vraiment triste par rapport à cette histoire des maraudeurs, de ces quatre-là, c'est qu'on a 4 adolescents qui étaient vraiment hyper proches, qui se rebellaient un petit peu contre Poudlard. On a vraiment envie d'en savoir plus, on a vraiment envie de voir leur histoire. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça dans les films. Quoi qu'il en soit, j'arrive vers la fin du film. Tout ce qui se passe près du Saule Cogneur est un petit peu différent. Patenron, dans le livre, a vraiment un rôle hyper important. C'est lui qui arrive à comprendre que Croutard est en fait Peter Pettigrew. Il arrive, Patenron, c'est un chat hyper intelligent, il arrive à poser sa patte sur une racine du Saule Cogneur pour l'arrêter de bouger, etc. Enfin bref, il a vraiment un rôle hyper important, ce qui n'est pas forcément le cas dans le film. Professeur Rogue aussi, même si dans le film c'est plutôt bien fait, il a une grosse rancune dans le livre par rapport à ce groupe composé de Sirius, Peter, Lupin et James. Et on sent qu'il a de la rage envers eux. Et c'est un petit peu atténué au niveau du film, même si on sent quand même qu'il leur en veut. On a tout ce passif autour de ces personnages-là qui est un peu effacé dans les films et qui est super présent dans le tome 3. J'avance un petit peu, mais lorsque Harry Potter fait le sortilège du Patronus
pour l'autre Harry Potter qui est sur l'autre rive avec Sirius Black, on voit un cerf et Harry Potter il croit avoir vu son père alors qu'en fait c'est juste lui avec cette histoire de retourneur de temps, etc. Ça dans le film c'est plutôt bien fait. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans le livre, on apprend que le cerf qui sort de son Patronus, c'est son père. Dumbledore, dans le livre, il est très clair à ce sujet. Quand Harry Potter, il lui dit je pensais que mon père, c'était lui qui était sur l'autre rive et qui avait fait ce sort. Dumbledore, il le regarde et il lui dit Harry, ton père était là. Il était là à travers ton Patronus. Le cerf, c'est ton père. Donc ton père était vraiment là avec toi sur cette rive. Il y a un passage hyper émotionnel dans le livre où Harry comprend que son père est toujours en lui, il est toujours là avec lui et qu'il l'a sauvé quelque part avec ce sortilège, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film et c'est vraiment triste. Sinon, les scènes entre Harry Potter et son parrain Sirius sont très belles dans le film. Ça se passe pas tout à fait au même endroit dans le livre. Je vais pas dire dommage, mais c'est un petit peu différent dans le sens où dans le livre, on comprend que Sirius Black ne peut pas se montrer en dehors de Poudlard, sinon il va se faire attraper par les détraqueurs, etc. Donc il passe par des sous-sols, et c'est dans les sous-sols qu'il parle à Harry, qu'il veut vivre avec lui, qu'il a une maison, etc. C'est une belle scène. C'est une belle scène également dans le film, sauf que cette scène-là, elle est dite en plein air, à côté du Saule-Cogneur. Et c'est vrai que quand on regarde le film après avoir lu le livre, on se dit que oui, c'était un risque pour Sirius Black de se faire choper par les détraqueurs. Mais bon, c'est les risques de l'adaptation et c'est qu'un petit changement, encore une fois. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la scène finale dans le film où Harry Potter découvre l'éclair de feu, s'envole avec et hop, ça se finit comme ça. Et je vous ai dit que dans le livre, c'était pas le cas, qu'il prenait le train avec Ron et Hermione et qu'il recevait un courrier avec un petit hibou trop mignon, un courrier dans lequel Sirius lui dit que c'était lui qui lui avait offert l'éclair de feu. Mais il y a aussi quelque chose d'hyper beau et d'hyper touchant dans cette dernière scène du livre, c'est que dans le courrier que Harry Potter reçoit de Sirius, Sirius a glissé un bon d'autorisation de sortie pour qu'Harry Potter puisse se rendre là où il a envie quand il fait des sorties scolaires. C'est signé de la main de son parrain. Et ça a complètement été enlevé du film, ce qui est un peu dommage, puisque du coup, dans le film, ils abordent quand même le sujet au début. Harry, il essaye de trouver quelqu'un pour lui signer son attestation, mais après, ça s'arrête là, sans plus. Alors que dans le livre, ça se finit avec ça, et c'est juste magnifique. Cette scène de fin entre nos trois héros qui sont dans le Poudlard Express, ce petit hibou trop mignon, ce courrier de Sirius Black, aurait été une fin vraiment magnifique dans le film, et je pense pas que ça aurait été trop chiant de la tourner ou que ça aurait pris trop de moyens. Mais j'aurais préféré cette fin-là comme dans le livre plutôt que la fin où il prend son balai, il s'envole avec et ça se fige comme ça. J'ai trouvé la fin un peu bâclée dans le film, contrairement au livre qui est vraiment magnifique. Bref, voilà, j'arrive à la fin de toutes ces comparaisons entre le livre et le film. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout, que ça vous aura intéressé. Si j'ai loupé des choses, n'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous et de voir justement ce que j'ai raté. Mais en tout cas, je trouve que ça fait quand même beaucoup de différence entre l'adaptation en film et le livre de base. Et je trouvais que c'était intéressant de remarquer tout ça. Mais encore une fois, je trouve le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban super bien réussi. Je l'ai re-regardé avec énormément de plaisir, c'était beau, c'était très bien. Mais quand on a lu le livre du coup juste avant et qu'on voit tous les détails de l'intrigue qui ont été enlevés, effacés, modifiés, etc., on se dit quand même qu'il y a eu un grand changement. Et j'aurais été curieux de savoir si Chris Columbus, qui avait réalisé les deux premiers et qui était plutôt fidèle aux deux premiers livres, aurait adapté différemment ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a eu une grosse prise de liberté comparée au tome 3. Et aujourd'hui, je peux dire sans faute que effectivement, j'avais entendu beaucoup de gens qui disaient que ça changeait comparé au livre. Et là, je suis obligé de vous donner raison, puisque effectivement, avec ce tome 3, il y a quand même une grosse part de l'histoire qui est effacée. Tous les super détails, tout ce qui concerne la magie, pas possible d'adapter un livre aussi important en film. Il y a obligatoirement des coupes, des choix, etc. qui sont faits, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça vaut le coup de lire les livres, rien que pour l'univers, rien que pour avoir quelque chose de plus étoffé et d'avoir toute cette imagination de J.K. Rowling qui est débordante. Encore plus dans ce tome 3, on a vraiment plein de détails sur l'histoire de la magie, sur les créatures, sur les échanges entre les personnages. Enfin bref, tous ces petits trucs qui ont été effacés à l'écran sont présents évidemment dans le livre. Et J.K. Rowling a une plume, on s'en rend compte avec ce troisième tome qui est juste magistral. Une imagination débordante. Et si vous avez aimé les films, mais franchement, si vous n'avez pas lu les livres, mais lisez-les et vous verrez à quel point c'est détaillé, à quel point l'univers est vaste et riche. Donc voilà, cette vidéo va durer hyper longtemps, j'en suis désolé, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ce troisième tome d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ce que vous avez pensé de l'adaptation en film. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette édition d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban collector aux éditions Gallimard Jeunesse, illustrée par Jim Kay. Personnellement, je trouve que le tome est magnifique, mais alors en plus cette édition, elle donne du cachet encore plus à l'histoire.
C'était juste, j'ai passé un super moment de lecture et toutes les photos, toutes les images, tous les dessins, toutes les illustrations sont juste un coup de cœur phénoménal. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous procurer cette édition-là si vous le pouvez parce qu'elle est vraiment sublime. Et je vous invite également à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé des différences entre le film et le livre. Voilà, je crois que cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous remercie si vous l'avez regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai d'un roman de Stephen King. Je vous parlerai du roman Misery, que je comparerai aussi, comme je viens de le faire là, avec le film de l'époque. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!